Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Talk and Share du Hub France IA. Pour brièvement nous représenter, le France IA, on est une association qui fédère l'écosystème IA, les entreprises, les startups, les grands groupes, TPE, PME et on a aussi maintenant d'autres typologies d'acteurs qui nous rejoignent, notamment le pouvoir public, en présence de la gendarmerie nationale notamment. Et d'autres corps de la fonction publique. Pour revenir brièvement sur une présentation rapide de ce qu'est les Talk and Share, l'objectif c'est pendant 1 heure une entreprise qui fait partie de notre écosystème présente sa solution à l'intelligence artificielle, sa techno, ses cas d'usage pour vous incentiver sur différentes thématiques autour de l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, on est avec Corollaire, on est avec Wassim et Romain, et ils vont nous parler de comment l'IA générative permet la démocratisation de l'apprentissage personnalisé. Donc je vais vous laisser la parole, et je vous souhaite à tous un très bon épisode. Bonjour à tous, merci Mehdi pour l'introduction. On va se présenter rapidement, juste pour savoir, vous pouvez nous poser des questions sur le chat et on répondra aux questions au fil de l'eau. On n'attendra pas la question, je pense que ça rendra l'échange plus dynamique. Je pense que vous pouvez aussi prendre la parole en demandant le micro et on pourra aussi répondre aux questions à l'oral. Enchanté tout le monde, nous c'est Corollaire, Wassim et Romain. Romain, tu veux te présenter ? Ouais, je peux me présenter brièvement. Je suis ingénieur généraliste à la base. Je me suis spécialisé en machine learning à la fin de mes études. J'ai passé 4 ans en conseil comme data scientist. J'ai fait un petit saut en politique et puis je suis revenu à ce que je voulais faire depuis un petit bout de temps, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, et j'ai croisé le chemin de Wassim et il vous expliquera comment est né Corollaire ensuite. Ouais, enchanté tout le monde. Moi c'est Wassim, pareil ingénieur. Beaucoup travaillé en machine learning, des modèles, des systèmes de recommandation notamment. J'ai mis en prod des algos de détection de fraude aussi chez Dailymotion. J'ai pas mal travaillé côté produit. J'ai enseigné l'IA au wagon et mes parents sont profs. Donc forcément lié au monde de l'éducation et cette double casquette IA/éducation fait complètement sens pour Corollaire. Et j'ai rencontré Romain à un programme qui s'appelle Antler. Grosso modo, on fait rencontrer 60 entrepreneurs qui veulent monter des projets. On s'est rencontrés là-bas et on avait tous les deux cette passion à la fois pour la formation, l'apprentissage et l'IA. Et en fait, on vient résoudre un gros problème qui est inhérent au monde de l'éducation. C'est que l'apprentissage personnalisé est extrêmement cher, n'est pas accessible, et on a la conviction que les nouvelles technos, notamment l'IA générative, peut permettre de résoudre ce problème. Dans les années 80, Alexander Bloom avait montré que tu as une différence de 2 écarts types dans la compréhension des concepts si tu as un apprentissage personnalisé que si tu ne l'as pas. Donc si tu as un formateur pour en moyenne 20 apprenants. Et donc cet écart type-là creuse les inégalités. Et avec une nouvelle techno, nous, on a la conviction qu'on peut construire quelque chose de grand pour les formateurs, pour les organismes de formation, pour les entreprises dans le e-learning, la formation professionnelle, etc. etc. Donc ça, c'est rapidement pour présenter le projet. Alors, avant de parler de Corollaire et de présenter notre solution, on allait surtout vous parler de l'impact de l'IA dans l'éducation. Donc des potentiels avantages et surtout des risques. Et notamment, on en a conscience, c'est que l'IA peut faire très peur, pas seulement au sein du corps professoral ou de l'éducation supérieure, mais même dans le corporate. Et on va en parler. Romain, est-ce que tu veux parler rapidement des potentiels risques de l'IA ? Ouais, et d'ailleurs, ce qui est assez fascinant, c'est que on a d'abord, en général, on parle toujours des risques, particulièrement ici, on le voit, que ce soit dans les médias, dans les conférences, on parle d'abord des risques avant de parler des bénéfices. Donc, ça vaut quand même le coup de les rappeler, et même pour nous, c'est un enjeu constant de les mitiger, ces risques-là.
Donc évidemment, particulièrement dans notre contexte sur l'éducation, la première chose c'était le plagiat. C'était qu'est-ce que font mes élèves avec ChatGPT. Par la suite, ça pouvait être mais est-ce qu'on va former une génération quasi je dirais de fainéants intellectuels. Mais au-delà de ça, je pense que les vrais risques sont les mêmes que ce qu'on va retrouver dans d'autres secteurs sur la notion de privacy, les biais évidemment contenus dans les algorithmes. Et puis j'en parlais déjà un peu, mais c'est le fait qu'à terme on pourrait potentiellement déléguer toute une partie de notre réflexion à ces algorithmes. Je mets un grand A. Et trop compter dessus par la suite. Donc ça c'est les principaux risques. Pour autant, en face, on a quand même des bénéfices qui vont souvent de pair. Je pense que Wassim, tu peux les aborder. Ce qui apparaît en premier lorsqu'on parle d'IA générative en éducation, tout le monde pense au tutorat. Déjà, ChatGPT, ça s'apparente à une sorte de tuteur, dans le sens où tu peux lui poser des questions. En soi, c'est une base de connaissances. ChatGPT, enfin OpenAI GPT-4, c'est 1,7 milliard de paramètres. Pas milliard, trilliard de paramètres, pardon, lapsus. Et on se rend compte que la base de connaissances de ChatGPT est quasiment tout Internet, qu'ils ont entraîné leur modèle probablement sur des contenus sur lesquels ils n'avaient pas les droits. Et donc, on peut poser des questions et avoir des réponses cohérentes avec ChatGPT. Donc, forcément, l'un des premiers bénéfices, c'est d'avoir réponse à ces questions, d'avoir accès à la connaissance. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est que côté éducation, il n'y a pas que les élèves qui l'utilisent. Enfin, même si Sciences Po a interdit ChatGPT à leurs élèves pendant une certaine période, et puis ils ont compris que c'était pas forcément la bonne réaction pour cause de triche, on se rend compte que les profs utilisent au moins autant ChatGPT que leurs élèves, tout simplement parce que ça peut leur faire gagner énormément de temps. On peut penser par exemple à la création de quiz, à la création d'évaluations, donner des feedbacks aussi. Imaginons, on a une question, la réponse de l'élève, le prof il pourrait copier-coller à la fois la question et la réponse et demander à ChatGPT est-ce que tu pourrais justement corriger la réponse, donner du feedback. On peut aussi rajouter de la collaboration, de la créativité et encore plus loin, et ça c'est quelque chose qui nous est aussi revenu en parlant avec des écoles du supérieur, avoir une efficacité opérationnelle et administrative dans toutes les tâches qu'on puisse imaginer, toutes les tâches rébarbatives, construire un calendrier, un emploi du temps, construire des rapports, etc., etc. Donc, effectivement, il y a plein d'opportunités. Donc, l'idée sous-jacente, ça reste quand même d'améliorer et de rendre l'apprentissage le plus personnalisé possible pour rendre une éducation de qualité beaucoup plus accessible. Et du coup, avec Romain, on va rentrer un peu plus dans les détails de ce qu'on fait à Corollaire, mais on a observé beaucoup de choses sur le terrain. On a échangé avec des centaines de boîtes, des centaines d'acteurs dans le milieu, que ce soit dans le privé ou dans le public d'ailleurs. Et c'est toujours intéressant d'échanger avec des milieux bien divers. Et on est aussi là pour vous parler de ce qu'on a observé sur le terrain. Romain, est-ce que tu peux nous parler de quelques témoignages de ce que tu as vu de l'utilisation de ChatGPT au quotidien, que ce soit dans le privé, dans le public? Oui, complètement. C'est à la fois assez divers et en même temps, très vite, on est capable d'identifier des patterns d'utilisation. Et indirectement, j'ai envie de vous dire, c'est ce qui va nourrir notre roadmap parce que au-delà de ChatGPT, il y a ce besoin que nous on a identifié sur la création d'algorithmes et d'outils propres à ce secteur-là. Typiquement, et on le montrera tout à l'heure, un des cas d'usage qui revenait énormément, c'est la capacité à apporter un feedback immédiat aux questions des élèves. Et ça, on l'a vu et dans des bootcamps de code et sur de la formation en ligne
avec des MOOC. C'était des choses qu'on identifiait aussi dans le supérieur privé, qui mettait en place des nouvelles techniques, des nouvelles pédagogies, que ce soit la pédagogie inversée ou même de façon générale, en fait, un mode de travail asynchrone. Ça, c'est des choses qu'on a très vite identifiées comme un besoin récurrent. Et puis ensuite, après, si on parle purement de l'utilisateur, si on prend le prof ou le formateur, c'est des choses très simples. Hein. C'est j'ai ces éléments-là, rédige-moi un plan de cours à partir de ça. Donc j'ai ce cours-là actuellement, donc ils allaient copier-coller une partie de leur texte du PPT qu'ils avaient pu rédiger, ou de leur Word, peu importe. Générer un plan de cours à partir de ça, adapter ce cours à un autre niveau de langage, trouver des exemples beaucoup plus percutants pour leur auditoire. En fait, voilà, c'est des choses qui, comment dire, très vite, on a vu qu'il y avait quelques cas d'usage, et c'était très drôle, c'est qu'en plus, en face de ces cas d'usage, ils ont commencé à se partager des prompts. Quand je dis ils, c'est la communauté éducative a commencé à se partager des prompts pour faire de la meilleure façon ces quelques cas d'usage, cas d'usage-là. Et une des premières conférences à laquelle on est invité avec Corollaire en avril, je crois. Donc, pour rappel, Corollaire, on a été créé en janvier. Donc, on est invité en avril à une conférence de France Université Numérique. Et à la fin de la conférence, c'était partage, à la fin de la journée de conférence, c'était partage des bonnes pratiques, et c'était une sorte de prompt party où finalement ils se partageaient sur ces quelques cas d'usage-là dont je vous parle, les bons prompts face à ça, quoi. Et c'est marrant que tu en parles. Alors, il y a beaucoup d'initiatives dans le milieu éducatif. Alors, on va essayer de partager l'écran. Partager les sources. Il y a AI for Education, par exemple, qui a monté leur petite librairie de prompts pour les enseignants, pour les formateurs. Donc, si tu veux créer une leçon, un plan, créer des assessments, des évaluations, des quiz, aller beaucoup plus dans les échanges socratiques avec tes élèves, donner des exemples, etc. Donc, il y a énormément d'initiatives qui sont partagées dans la communauté éducative pour justement partager ces prompts, et même et tu l'as dit, dans la conférence de la France Université Numérique, il y avait plein de personnes qui partageaient justement leurs prompts pendant cette petite prompt partie. Et il n'y a pas que ça, en fait. Il n'y a pas que le milieu éducatif qui qui crée sa librairie de prompts de manière très artisanale. Il y a aussi côté tech, il y a énormément d'initiatives, mais comme j'ai envie de dire dans tous les secteurs, c'est-à-dire qu'on le voit, hein, on voit plein de software à droite, à gauche, que ce soit dans les ressources humaines, dans les fintech. Moi, je pense à Legal Place, hein, qui ont mis en place un petit module de GenAI qui permet d'identifier, en fait, ils utilisent OpenAI, mais pas que, pour identifier la source d'une transaction, par exemple. Donc, on voit dans les startups, côté tech, qu'il y a énormément de modules qui sont créés avec des LLM pour justement faciliter l'utilisation. En général, ce sont des SaaS. Mais aussi dans le milieu de tech, on voit beaucoup de choses qui se passent. Notamment, il y a beaucoup de gens qui ont parlé lors du lancement d'OpenAI de GPT-4. C'était pas un papier de recherche, c'était plus un papier de lancement qui permettait de benchmarker GPT-4 avec les autres modèles existants. Ils avaient annoncé 6 partenariats B2B. Et sur ces 6 partenariats, il y en avait 3 autour de l'EdTech, de l'éducation. Et parmi ces 3-là, je vais en citer 2. Il y avait Khanmigo. Donc, c'était Khan Academy qui avait créé une sorte de super assistant pour les professeurs. Ça permettait notamment de générer des plans de classe et des leçons, de générer des évaluations. Et il y avait aussi Duolingo qui avait fait un partenariat avec GPT-4 lors du lancement, qui avait lancé Duolingo Max. Et pareil, Duolingo Max, c'est une sorte de super tuteur hyper verticalisé pour l'apprentissage des langues. Donc ça, on peut dire que ce sont des boîtes aide qui ont les moyens de lancer des produits AI parce qu'ils ont la tech, les reins solides pour créer ce genre de produits. Mais on voit aussi des boîtes comme WooClap qui a lancé Quiz Wizard, donc il y a un générateur de quiz qui prennent en entrée un doc
Et derrière, on a en sorti un quiz qui est compatible avec leur plateforme MookLab, qui est une sorte de Kahoot, c'est-à-dire que ça permet, un peu comme un Google Form, de partager un quiz et de récolter les résultats à droite à gauche. On a aussi des LMS comme Didask qui ont implémenté pas mal de modules autour du LLM. Et il y a aussi 360 Learning qui a lancé un générateur de quiz, qui a plein de modules AI maintenant dans leur LMS. Donc ça reste quand même des petits modules à gauche, à droite, qui sont complètement intégrés dans des plateformes qui sont préexistantes, un peu comme dans tous les secteurs. Mais on voit aussi, et là c'est intéressant, plein de petits projets, plein de boîtes net, et on en fait partie, Corollaire, on a encore un jeune projet, mais par exemple, on a QuizGecko, qui est justement un générateur de quiz, et ça c'est quelqu'un dans sa chambre qui monte ça, et super projet que quelqu'un code de bout en bout et que beaucoup de gens utilisent justement pour créer des quiz. Il y a PrepAI aussi qui est assez solide et c'est vachement prometteur. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce milieu-là, dans la tech, et on suit ça avec attention. Et il n'y a pas que les boîtes tech et les tech qui se bougent, mais aussi au niveau des LLM. Il se passe beaucoup de choses. On a vu Mistral lancer Mistral 7B il n'y a pas si longtemps que ça. Et en termes de LLM, Romain, est-ce que tu as des choses à me dire sur ce qui se passe en ce moment, notamment autour des benchmarks et des derniers LLM sortis? Ouais, on le voit bien, ça a été une certaine folie. On a de la chance finalement d'être un peu dans ce secteur-là à ce moment précis. Il se passe pas un mois sans qu'il y ait 3 à 4 annonces majeures. Avant l'été, c'était simplement de la folie. Et même si je reviens la fameuse conférence France Université Numérique dans les couloirs, ce jour-là, c'est des choses pourtant assez insignifiantes, mais ce jour-là, il y avait Falcon qui avait annoncé son dernier LLM avec 40 milliards de paramètres, et tout le monde est en train de se dire mince, comment je vais le faire, je vais essayer de le mettre, je vais essayer de le faire tourner en interne. Donc c'était des petites initiatives, et là, ça s'accélère tous les jours avec des modèles avec toujours moins de paramètres, mais toujours plus performants. Donc c'est fascinant. Ça, c'est pas c'est pas propre à notre secteur. C'est des choses que nous on va devoir leverage, qu'on va devoir utiliser et adapter à notre secteur. Mais en fait, cette folie autour des LLM, ça peut être que bénéfique pour nous si on arrive à en tirer parti. Et je pense que d'ailleurs, au niveau du Hub Francia, il y a un certain nombre de conférences qui tournent autour de ce sujet-là. Tant, je pense, j'en sais rien, moi, à Giscard, la semaine passée, sur comment anticiper les risques liés à cela, que en fait des boîtes qui vont créer leur propre LLM. Je pense aussi que tu peux nous parler des benchmarks. Tu évangélises pas mal de sujets sur LinkedIn et ailleurs. Ça peut être intéressant de rappeler un peu ce qui se fait, et même ce qui peut être propre à la partie sur l'éducation, sur les maths, des choses comme ça. Ouais, pas mal de choses à raconter sur les benchmarks. Je vois qu'il y a des questions, donc on va y répondre comme ça, sinon on va crouler sur les questions, et après je reviens sur les benchmarks. Alors, Marie-Lou Barneau, n'y a-t-il pas un risque de faire totalement confiance à ChatGPT en base de connaissances? Si, il y a un risque. La réponse est oui. Comment assurer sa fiabilité? Difficile d'assurer la fiabilité d'un modèle tiers. C'est-à-dire que si tu n'es pas propriétaire de l'entraînement, que tu ne sais pas ce qui s'est passé en amont, tu ne peux pas assurer la fiabilité end-to-end, puisque tu ne peux pas assurer tous les inputs de tes apprenants. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai risque. Et là c'est le moment de faire un peu de la pub, mais c'est justement là l'intérêt de Corollaire, c'est que nous, on estime que dans un LLM, sa vraie valeur ajoutée quand tu crées des use cases verticalisés, ce n'est pas la connaissance. Donc tu n'utilises pas un LLM pour répondre à des questions techniquement, mais tu as besoin de sa compréhension du langage. Qu'est-ce qu'on sous-entend? C'est que Corollaire, tu viens sur Corollaire avec ta connaissance.
donc ton matériel pédagogique, ta base de connaissances. Ça peut être une vidéo, un PDF, n'importe quel format. Tu le uploades sur Corollaire. Et derrière, nous, on va créer tes petits modules qui permettent justement d'étendre ton contenu sous différentes formes. Donc, c'est pourquoi on s'appelle Corollaire. C'est qu'on vient apporter une extension à un contenu de base, à un théorème. Donc, l'idée, c'est que si tu poses une question sur la Première Guerre mondiale alors que tu as créé un tuteur qui est un tuteur de code, bah, le tuteur, il va te répondre non, en fait, moi, je sais parler que de code. Même si ton document d'entrée peut dire des informations fausses, le tuteur va délivrer ces informations fausses puisque c'est ta base de connaissances, c'est ta base de vérité. Donc, one single truth source. Donc, voilà pourquoi nous, on vient résoudre ce problème de fiabilité, justement, que tu es en train de souligner dans ta question. Schenkel, Jean-Marc, comment évitez-vous les hallucinations? Moi, je pense que de toute façon, c'est le même sujet, la notion de fiabilité, d'hallucination. Nous, ce qu'on fait depuis le début de Corollaire, qu'on avait très vite compris, c'est que ce sujet des hallucinations était trop grand pour le balayer et dire on s'en fiche, on fonce, un jour ils sauront tout. Non, nous on est parti du principe que justement on pouvait repartir de ces sources-là et on applique un principe qu'il a, et ça y est, c'est devenu très à la mode et je pense que tout le monde l'a bien saisi, qui s'appelle le RAG, donc le Retrieval Augmented Generation, ce qui permet en fait à chaque question d'aller chercher dans la source de contenu en entrée le paragraphe, la portion de texte qui va permettre de répondre à cette question-là. Et pour ça, en fait, les capacités de compréhension du langage et de génération de ChatGPT et consorts, enfin finalement n'importe quel LLM, là c'est décuplé. Et vous le verrez dans tous les benchmarks. Et il y a des papiers qui vont bientôt sortir sur la partie même très verticalisée sur l'éducation. Ce qui performe le plus, c'est un modèle plus du RAG. C'est pas le modèle en tant que tel. Donc, le RAG, Retrieval Augmented Generation. Et d'ailleurs, Wassim mentionnait tout à l'heure les EdTech ou peu importe, EdTech, HRTech, peu importe comment elles se nomment, qui se sont mis dans ce domaine-là. Je pense à 360 Learning, c'est sensiblement la même chose qu'ils vont appliquer pour être sûr de finalement pas taper à côté en fait. Et ça, je pense que tout le monde l'a bien compris. Il y a 2 mois, on assistait à B2B Rocks. Il y avait un panel de 5 intervenants sur l'IA générative et ça ne parlait que de ça. Donc, c'est vraiment la clé, c'est ça, c'est Retrieval Augmented Generation, tant qu'on ne peut pas entièrement faire confiance au LLM. Et nous, on ne prend jamais le LLM comme base de connaissances. Ok, on reprend le fil. On parlait des benchmarks et après on vous montre Corollaire et les use cases. Du coup, côté benchmark, c'est un vrai challenge en ce moment et c'est loin d'être parfait. C'est-à-dire qu'on compare souvent on essaye de comparer des LLM chaque fois qu'il y en a un qui sort. Grosso modo, est-ce qu'on peut les distinguer en 3 catégories, j'ai envie de dire, les petits, les moyens et les très gros. Donc les petits, on va dire que c'est en dessous de 10 milliards. En compétition, on a du Llama et du Mistral à 7 milliards. Les moyens, on va parler du 70 à 150 milliards à peu près, plutôt en dessous de 100 milliards. Donc il y a notamment Llama 70. Et au-dessus de 100 milliards, là, on va parler de GPT 3.5, 175 milliards. Surtout, et là, pour le coup, on n'a pas trop d'idées sur ce sur quoi ils sont entraînés. Et GPT-4, qui est là complètement hors compète, qui est à 1,7 trilliard de paramètres. Pour benchmarker, pour pouvoir les comparer, puisque à un moment donné, on doit choisir un modèle qu'on va fine-tuner, on a besoin de benchmark, de normes, de standards, de tests, pour savoir quel modèle performe le mieux sur quelle tâche. Notamment, il y a forcément la connaissance. C'est difficile de comparer un petit modèle avec un gros modèle, puisque la connaissance, forcément, un modèle à 1,7 trilliard qui a été entraîné sur plusieurs fois sur tout Internet, forcément va être plus performant qu'un petit modèle sur lequel on a fait une curation sur les sources. Les mathématiques, c'est un bon modèle de comparer des LLM.
parce que ça permet de comparer leur logique, leur raisonnement. Et donc, il y a un benchmark qui est vachement intéressant qui s'appelle GSM 8K, par exemple, qui est, il me semble, 8000 exercices de maths. Middle school, donc généralement, ce sont des exercices qui demandent 8 étapes de raisonnement. Et on peut les comparer à partir, et ça demande, l'output est simplement la réponse. Et ça permet justement de comparer des LLM. Il y en a un autre qui est plus dans la logique de compréhension des concepts. Donc, ce sont des phrases où les pronoms se confondent et on doit justement, par le bon sens, en fait, ça permet d'évaluer le bon sens humain dans la grammaire, la conjugaison, pour comprendre quel objet désigne le pronom. Donc, c'est vraiment dans la confusion des pronoms. Donc, il y a plein de manières de comparer des LLM et c'est vachement intéressant pour nous justement de voir ce qui se passe dans ce milieu-là. Et très très vite, on peut estimer quel modèle on en a besoin. D'abord, la vraie question, c'est quel use case on essaie de résoudre et quel modèle s'apparente au meilleur rapport taille-performance. Parce que forcément, un grand modèle, ça coûte plus cher, ça prend plus de temps. Là, on le voit, GPT-4, des fois, ça prend pas mal de temps à avoir une réponse à un call API. Donc, des fois, tu veux une réponse instantanée et un GPT-4 n'est pas forcément la bonne solution. Et des fois, tu ne veux pas non plus reposer ton produit sur une source tiers à 100%, puisque derrière, c'est arrivé régulièrement, même récemment, que l'API ne fonctionne pas. Donc, il faut toujours évaluer les avantages et inconvénients. Ça fait 30 minutes. On va vous présenter Corollaire rapidement. Attends, on a juste une question avant. Alors, c'est assez terrible, Teams, parce que pour le coup, ça ne s'actualise pas. Ouais. OK, moi j'ai une dernière question qu'on a pu rater tout à l'heure de David. Comment gérez-vous la confidentialité de données fournies par votre client et quel est votre business model? J'en parlais tout à l'heure, les principaux risques, c'est évidemment la privacy. Ça s'est vachement excité sur ce sujet-là dès le début, en fait, avec les endpoints, enfin les modèles qu'ont sorti OpenAI, du fait que pour eux, comment dire, le vrai avantage compétitif qu'ils voulaient avoir, c'était générer ce qu'on appelle la data flywheel. Donc, c'est-à-dire que j'ai les données de mes clients indirectement font des retours dessus. Et moi, je les conserve et j'améliore mes modèles comme ça. Et en fait, quand ils ont sorti ChatGPT, ils ont ensuite arrêté de conserver les données sur la partie, enfin du moins, c'est ce qu'ils disent, hein, toujours pareil, sur les call API. Enfin, ils conservent pendant 30 jours sur les logs et l'analyse d'erreurs, ce qu'ils ont arrêté d'ailleurs maintenant. Et en fait, ils ont considéré que ChatGPT allait continuer à générer cette data flywheel, d'autant qu'en plus, il y a une interface utilisateur pour valider ou pas des réponses, régénérer des réponses. Donc, ils savent très vite que la précédente n'était pas, ne convenait pas. Donc voilà, donc pour des raisons de data flywheel, eux, ce qu'ils voulaient, c'était garder les logs, chose qu'ils ne font plus maintenant. Et en plus, et on en parlait avec beaucoup d'autres acteurs qui sont du coup en B2B comme nous. Désormais, les modèles peuvent être chez Azure. Et du coup, du fait qu'ils soient storés chez Azure et donc pas directement en faisant appel au endpoint de OpenAI, en fait, c'est au même titre que n'importe quel API stocké chez Azure. Nous, notre vrai élément là-dessus, c'est que pour ne plus avoir ces questions-là demain, on travaille aussi sur la propriété du modèle, évidemment. La propriété du modèle, la capacité à le faire tourner, et là, peu importe qu'on le fasse tourner sur GCP ou Azure, ou justement plutôt nous, chez Scaleway, c'est évidemment ce qui nous intéresse. Après, on a décidé de faire le pari du produit avant tout. Cette question de l'apprentissage personnalisé est trop clé. On a énormément de besoins exprimés, donc on essaye d'abord de développer les features et on peut reposer aujourd'hui sur GPT-4. Mais voilà. Mais sur le niveau business model, évidemment, on est en B2B parce que le secteur fait que la formation et l'éducation ont des besoins trop spécifiques, les administrations pareil. Des IT très complexes sur lesquels nous on vient s'intégrer et donc le modèle B2B s'y prête très très bien. Voilà. Très bien. On a beaucoup parlé d'IA, d'éducation, on a quasiment pas parlé de Corollaire. Allons-y, on présente rapidement. Bon,
un petit brief sur Corollaire, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on résout comme problème, à qui on parle. Et ensuite, on vous fait une petite démo. Et n'hésitez pas à poser des questions. Alors, Corollaire, on est une jeune boîte. On a commencé en janvier. On a très, très vite construit. Vous verrez si vous utilisez Corollaire. Si vous utilisez Corollaire aujourd'hui et la semaine prochaine, ce sera différent. Et dans 4 semaines, ce sera complètement refait. Grosso modo, ce qu'on vous montre là, ce sera différent dans 4 semaines. Alors, nous, on vient résoudre 2 problèmes. Le premier problème, c'est la personnalisation de l'apprentissage. C'est ce qu'on vous disait. C'est que forcément, les gens comprennent mieux lorsqu'ils ont un assistant personnalisé. Cette personnalisation de l'apprentissage, elle n'est pas accessible et c'est très difficile d'y avoir accès. Le deuxième gros problème qui est apparu cette année, on le voit sur le terrain, on le voit, grosse frustration qui est apparue cette année. Les formateurs voient leurs apprenants utiliser ChatGPT et ils ne voient pas ce qui s'y passe, ils ne comprennent pas. Qu'est-ce qu'ils disent à ChatGPT? Quelles sont les questions qui se posent? Qu'est-ce qui n'a pas été compris? Qu'est-ce que ChatGPT leur répond? Quelles sont les sources? Etc. etc. Et cette feedback loop, en fait, on se rend compte que c'est une mine d'or, à tel point qu'il y a des gens qui build ça en interne. Et en fait, c'est ça aussi qu'on vient construire. C'est pas seulement le tuteur pour les apprenants qui va permettre de répondre aux questions à partir du matériel pédagogique, toujours à partir de la source de connaissances du formateur, qui est lui la personne qui contrôle l'expérience de tutoring. Donc, c'est pas un tiers qui vient sourcer les informations, mais c'est vraiment lui qui est au cœur du jeu. Et nous, on est simplement un corollaire. Et surtout, on vient lui apporter la feedback loop. Donc, on vient lui apporter ce dashboard analytics. Et donc, un peu à la manière d'un Google Forms, qu'est-ce qui a été compris, qu'est-ce qui n'a pas été compris, qui n'a pas compris, etc. Donc, on vient lui permettre de générer ce tutoring, ce tuteur, qui est complètement intégré au LMS. Donc, si vous utilisez n'importe quelle plateforme, ça peut être Moodle, Canvas, Blackboard, mais aussi si vous l'avez construit en interne, n'importe quelle plateforme, nous, on vient s'intégrer, une sorte de chat bubble, mais beaucoup plus loin, puisque c'est pas simplement une bulle de chat, mais c'est un tuteur complètement pédagogique. Donc, il y a des modules personnalisés par rapport à votre contenu, donc des modules de quiz. On va bientôt rajouter d'autres briques à ce tutoring. Notre conviction, c'est que aujourd'hui, un LMS, ça reste quand même une plateforme où on consulte de l'information. Donc, c'est plus ou moins, je vais être assez trash, un Google Drive. Donc, on y va, on consulte des vidéos, du contenu. Pour nous, on peut aller beaucoup plus loin aujourd'hui avec les technos actuels. Donc, on le voit, les LMS qui font plein de moves. Notre conviction, c'est que ça va se transformer. On ne va plus aller parcourir des dossiers, mais plutôt retrouver l'information très facilement à partir d'une unique interface. Donc ça, c'est notre conviction, c'est que les LMS, le monde du LMS va changer. Et on le voit déjà qui sont en train de se transformer. Romain, tu veux faire une petite démo de Corollaire? Je peux tout à fait. On partage l'écran et tu nous montres. Ouais, j'ai pas vu s'il y avait d'autres questions. J'ai tenté de répondre à David. C'est OK. C'est bon. Ouais. Et ce que dit Wassim, c'est vraiment ça. C'est que on est convaincu qu'il y a vraiment un truc à faire aujourd'hui. Les LMS, là où ils ont vraiment craqué le truc, c'est sur la partie conception. On mentionnait Didas 360 là sur la partie conception, toujours plus facile, mais sur la partie consommation, même si j'aime pas trop ce mot de la formation, on pense qu'il y a un vrai truc à craquer et c'est ce à quoi on sait faire. OK, donc en fait, on est passé assez vite là-dessus sur l'histoire de Corollaire, mais en fait, en termes de produits, à l'origine, nous, on a répondu au premier cas d'usage qui nous était mentionné le plus souvent, qui était la génération de quiz. Et ce module est encore existant sous cette forme-là dans Corollaire, mais c'était vraiment ce qui nous remontait le plus, le temps passé à créer des évals et les corriger. La partie correction, étant donné que c'est du QCM, évidemment, pour le moment, on l'a balayé très vite, mais sur la partie questions ouvertes, on y arrivera après. Et donc, voilà, c'est assez simple. On arrive, on dépose son contenu de formation, et ce, peu importe le format. On a autant des clients qui ont un historique de vidéos MOOC enregistrées depuis des années sans avoir spécialement le transcript qui allait avec. Il y en a d'autres qui ont des PDF, puis certains en fait qui veulent juste copier-coller des paragraphes. Et donc en fait, on peut déposer n'importe quel
n'importe quel PDF. Ici, un PDF sur l'origine de la Première Guerre mondiale. Sa page Wikipédia, en français de la Première Guerre mondiale. Voilà. Et à savoir d'ailleurs qu'on avait anticipé ce cas aussi sur certains profs qui génèrent des quiz à partir de vidéos YouTube. J'en sais rien, moi, on pourrait dire que c'est pas sorcier, mais bon, là, on est très dans le primaire ou le secondaire. Mais on pourrait même mettre directement l'URL Wikipédia sur la Première Guerre mondiale. Derrière, on choisit l'audience, le type de questions qu'on veut avoir. Bon, là, on va faire quelque chose d'assez simple. Où on met 10 questions, 4 réponses. Hop. Et on génère le quiz. Nous, ce qui se passe, finalement, c'est qu'on va aller extraire le texte. Là, c'est du PDF natif, donc il n'y a rien de compliqué, mais ça marche très bien même sur un ancien PDF scanné, des pages de bouquins prises en photo. On applique tout ce qu'il faut comme algorithme d'OCR, donc de détection au sein d'images, pour venir chercher le texte. Et ensuite, on génère un quiz qui va, dans la mesure du possible, répondre aux attentes, c'est-à-dire 10 questions et 4 réponses. Ça va prendre une quarantaine de secondes, mais je peux vous montrer le résultat sur, je crois que c'était sensiblement le PDF, qui avait été créé. À travers notre interface, vous comprenez un peu ce que nous, on essaye de faire passer comme message, c'est-à-dire que nous, on veut donner, une interface claire. Donc là, on est sur la partie, c'est le formateur qui l'a entre les mains, c'est l'enseignant. Donc, on lui donne évidemment la bonne réponse, c'est pas à lui de la trouver. Et en revanche, lui, il est dans un objectif de relecture. On fait 80-90%. Alors, j'ai un client qui me disait, qui est aux Pays-Bas, qui me disait, oh, franchement, Coroner, c'est génial, 95%. Alors, j'aimerais bien le mettre comme testimonial sur le site. Je ne sais pas si on fait 95%, mais je pense 80-90%. Et ils peuvent très facilement éditer la question, la réponse évidemment, cocher, décocher si vraiment par malheur en fait c'était pas la bonne réponse qui était suggérée. La vérité c'est que c'est quand même le cas. Puis on fait deux choses. On fournit une petite explication. Là c'est une explication pour l'ensemble de la question et qui va servir de feedback à l'élève quand on va le diffuser, c'est-à-dire qu'une fois qu'il aura répondu à toutes les questions, on va lui expliquer quelle était la bonne réponse, oui, mais surtout pourquoi c'était la bonne réponse. Et puis pour rassurer le formateur, en fait, ce qu'on appelle quote from the provided content, c'est vraiment la phrase exacte qui nous a servi à générer la question. Et ça, c'est précieux. Et ça, c'est vraiment précieux. Ça permet vraiment de faire comprendre que ChatGPT comme base de connaissances, ça, jamais. En revanche, là, vous savez très bien. Et on peut imaginer, et ça vous le verrez, aussi parler d'un délai d'un mois pour faire évoluer le produit. En effet, on peut très vite imaginer de vous remontrer le PDF et de surligner la phrase exacte. Là, c'est juste une histoire du X. Donc voilà, on a généré ces questions-là. On pourrait même en décider d'en rajouter une qui a été oubliée une fois qu'on a balayé le QCM, avec les questions et les réponses. Et étant donné que on n'a pas de module pour le faire consommer là aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est de s'interfacer très simplement avec des modules existants, en l'occurrence très utilisés, que ce soit Moodle. On a mis Moodle, mais on pourrait imaginer n'importe quel autre LMS, un Canvas, etc. Ou Google Forms, très utilisé dans la formation, qui souvent n'ont pas des LMS très lourds, mais plutôt juste un LMS hyper léger qui ne fait que de l'éval, capable de faire passer des tests et de vérifier ensuite les résultats. Ou voire même, on peut imaginer un devoir sur table, donc en PDF ou en Word. Je peux vous montrer deux exemples. Le PDF qui est très simple. Donc là, c'est la version sans réponse, donc qui peut être vraiment donné comme devoir sur table. Et on pourrait même inclure les réponses de sorte que à côté, le prof puisse continuer à jeter un coup d'œil si vraiment il était hors ligne, quoi. Donc voilà. Et puis aussi, on peut l'exporter en Google Forms. Et là, on devrait récupérer l'URL du Google Forms généré, enfin j'espère. Et voilà, bon, ça c'est magnifique. Bon. L'effet démo. Évidemment. Bon, et c'est pas dramatique, mais en l'occurrence, on récupère l'URL du Google Forms et on peut très vite finalement le partager ce lien et récupérer des réponses dessus. Bon, ça c'est le quiz. Corollaire V0.1, disons. Et ce fameux besoin, je vous disais tout à l'heure sur la partie tuteur, sur ce besoin d'avoir des interactions beaucoup plus immédiates, ce besoin d'interagir sur le contenu présent souvent à l'écran, à l'endroit même où on est en train de regarder une formation. Donc dans un LMS, sur une page,
quand on est sur du e-learning, finalement, ça reste quand même un LMS, mais sur la page, à l'endroit même, finalement, où on est en train d'apprendre des connaissances, il y a potentiellement ce besoin d'aller plus loin, ce besoin de se faire expliquer des concepts, ou ce besoin même de valider ses connaissances, donc plutôt de l'évaluation, je dirais, formative. Le quiz va être plutôt sommatif si on le soumet, mais de l'évaluation formative. Le tuteur, je vais quand même te laisser montrer, c'est un peu ton bébé, donc je vais quand même te laisser le montrer, Wassim. Mais vous allez voir, c'est sensiblement la même chose à la base pour un résultat qui est facilement sorti. Oui. Créer un tuteur, c'est exactement le même process. Donc, première étape, vous uploadez votre contenu. Et deuxième étape, vous mettez des paramètres. Donc, on va mettre les mêmes fichiers, hein, la page Wikipédia de la Première Guerre mondiale. On peut mettre une vidéo YouTube, par exemple, et on va l'appeler double 1 tuteur, par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut paramétrer le comportement du tuteur. Donc, socratique, c'est quelque chose de beaucoup plus pédagogique qui vous pose des questions. Hints, ça va être, il va donner des indices à l'apprenant. Explication détaillée, c'est pour donner des explications point par point, step by step. Et brief summary, c'est quelque chose de plutôt concis. Donc, si on lui dit, par exemple, donne simplement des indices, on le fichier, on crée le tuteur. Très rapidement, on a un tuteur. Donc, celui-là, par exemple, c'était explication détaillée. Celui-là, c'est indice. Et donc, ce qui est intéressant en tant que formateur, là, on est vraiment dans la peau du formateur, c'est que on peut tester. Donc, bonjour, que sais-tu de la Première Guerre mondiale? Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va vraiment se baser uniquement sur la base de connaissances que j'ai uploadée. Donc là, il va répondre à partir du PDF que j'ai uploadé. Derrière, on a un dashboard qui nous permet d'avoir des conversations de toutes les personnes à qui j'ai partagé le tuteur. Et justement, la transition idéale pour l'onglet partage. Donc, je peux soit le partager en public. Donc, si là, je vous partage ce lien avec le chat, vous aurez tous accès au tuteur de la Première Guerre mondiale. Je peux vous le partager. Donc, vous pouvez vous amuser avec ce tuteur-là, sachant que ça va être le temps de la conf, mais je le désactiverai juste après. Ou je peux le partager en privé, donc un lien privé avec un mot de passe. Donc, et je peux entrer les mails des personnes avec qui je peux partager un tuteur. Donc là, et partager une liste d'emails. Et donc, dans ce mail-là, il y aura le lien du tuteur avec un mot de passe. Comme ça, il y aura accès. Donc, si je vais, par exemple, sur ce lien-là, il va me demander normalement un mot de passe et j'aurai accès au tuteur. Donc, vous pouvez imaginer que vous recevrez un mail avec le lien et le mot de passe. Donc, ce tuteur-là, il va bientôt... déjà, vous pouvez l'intégrer directement sur votre site en une iframe. Donc, vous pouvez régler le format. Comme ça, vous pouvez créer autant de tuteurs que vous voulez. Vous venez vers nous, vous créez des tuteurs et vous les intégrez à vos plateformes. Et très bientôt, on va rajouter la chat bubble qui va s'intégrer dans un coin de votre écran en bas à droite. Et très très bientôt, il va y avoir les modules de quiz, les modules d'exemple qui vont venir. Donc, complètement verticaliser cette expérience de chat. Et bien sûr, on va rajouter, parce que là, on n'a que les logs des conversations. Donc là, on peut voir qu'il y a des gens qui sont en train de tester. Très très bientôt, on va rajouter des graphiques, donc des statistiques, voir qui a compris, qui n'a pas compris, etc. On va aller beaucoup plus loin dans ce qu'on décrivait tout à l'heure, hein, la feedback loop. Donc voilà, je pense qu'on peut arrêter de partager l'écran. À savoir d'ailleurs que, à la limite, je me dis qu'on pourrait peut-être vous laisser des accès. Là, je sais qu'on est une vingtaine dans la salle. Il y a sûrement possibilité que vous puissiez vous-même vous créer votre compte sur app.corollaire.com et aller tester de vous-même. Et à ce moment-là, je vous inciterai à créer un tuteur avec, je dirais, une base de connaissances où je dirais, avec certitude, vous savez que ChatGPT n'a pas été entraîné dessus. Parce que là, à la limite, j'ai envie de vous dire, la Première Guerre mondiale, pour avoir l'effet waouh, il faut creuser un peu parce que vous posez des questions à ChatGPT, potentiellement, elle va déjà vous répondre dessus, mais là, vous verrez qu'il répond que sur le contenu. Essayez de l'entraîner avec, de lui filer des contenus qui vous sont un peu propres, et vous allez voir, c'est hyper puissant. Ok, je pense qu'on a raté pas mal de questions là. Non, c'est bon, j'ai répondu. Mais je vais revenir sur le RAG parce que je vois que même si j'ai donné des explications,
Il y a alors attends, j'ai 2 questions. Moi, je me suis fait jeter de Teams assez méchamment. Pouvez-vous expliquer le RAG? Ouais. Ça, tu l'as. Ouais. Tu veux Je peux le réexpliquer assez simplement. C'est qu'en fait, ce qui se passe, si vous voulez, c'est que en entrée, nous, ce qui se passe, c'est qu'on a souvent des contenus très très grands, très larges. Imaginez un prof qui met son cours pour j'en sais rien, moi, son PDF pour toute l'année. Il y a 200 pages. Ce qui se passe, c'est que nous, pour le faire de façon efficace, finalement, on ne va pas essayer de bourrer la machine en mettant les 200 pages, j'en sais rien, mais imaginez dans ChatGPT où on copie-colle tout et on dit et on pose la question liée à ça. En fait, ce qu'il faut faire, c'est d'abord, on a la question de l'utilisateur dont la réponse est potentiellement dans ce contenu-là. Je mets bien un don, hein, parce que si c'est en dehors, nous, premier truc qu'on fait, c'est en dehors, concentre-toi. Mais si c'est dedans, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller chercher simplement la bonne portion de texte. Donc, avant même d'imaginer aller chercher la bonne portion de texte, qu'on a fait, c'est qu'on a découpé ce texte en plus petits paragraphes. Et lorsque la question arrive, par similarité, là, c'est purement des maths, en fait. Par similarité, on va aller ressortir les 3 à 4 paragraphes qui potentiellement contiendraient la réponse. Et à ce moment-là, on va utiliser l'LLM, mais seulement à ce moment-là. Et donc, on va dire, on va utiliser le LLM en mettant en entrée tout ce contexte. Donc, ces 4 paragraphes au lieu de mettre les 200 pages, parce que 200 pages, ça passe pas. Ces 4 paragraphes, plus la question, et en disant, à l'aide un peu comme on vous demandait à l'école, à l'aide de ses connaissances, essaye de répondre à la question. C'est exactement ça, le RAG, c'est la capacité à aller chercher simplement les bons éléments d'un contenu en entrée pour venir aider le LLM à apporter une réponse claire. Et la deuxième question, en tout cas merci pour l'explication, je suppose que c'est multilingue. Alors déjà la plateforme Corollaire, on vous l'a montré en anglais, elle est aussi en français et en espagnol, vous avez dans les paramètres et vous pouvez changer. Et oui, c'est multilingue, c'est-à-dire que le quiz et le tuteur vont répondre dans la langue du document d'entrée. Donc, vous mettez un document en entrée en anglais ou en français, le tuteur il sera en anglais ou en français, le quiz sera en anglais ou en français. Et même plus loin, le tuteur répond dans la langue de la question. C'est-à-dire que même si vous avez mis un document en anglais, vous posez une question en turc, vous avez la réponse. Et ça nous a d'ailleurs bien aidé. Et tout à l'heure, je parlais de GPT-4. On a un client aux Pays-Bas qui fait de l'apprentissage de langue pour des non-natifs. Et en fait, c'est la langue qu'ils utilisent, il est fort avec du contenu lié à leur entreprise dans le langage qu'ils vont utiliser dans leurs échanges commerciaux. Et en fait, très vite, nous, on a pu se déployer chez eux parce que, évidemment, pour nous, on pouvait bénéficier de ce moment-là GPT-4. On pouvait être et en turc, et en néerlandais, et en allemand, et en espagnol. Et là, la semaine dernière, il était en train de le faire au Portugal. Donc, en fait, il n'y a aucun problème. Nous, c'est vraiment avantageux. En revanche, ce qu'on disait, on parlait des autres LLM. Les autres LLM sont quand même beaucoup plus performants en anglais. Dans l'ensemble, ils ont tous été entraînés dans des corpus en anglais, mais ils sont quand même tous beaucoup plus performants en anglais, alors que GPT-4 est quand même assez bon dans un ensemble de langues. Meilleur en anglais, mais il reste quand même très bon dans un ensemble de langues. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je pense qu'on a fait le tour. Merci Geneviève, merci à toi. Ok, je ne sais pas si on avait prévu quelque chose d'autre. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Mehdi, je ne sais pas si tu es toujours là. Oui, je suis toujours là. Ouais, je pense qu'on a fait le tour des questions. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Si quelqu'un veut prendre la parole. Écoutez, si c'est bon pour tout le monde, on peut clôturer effectivement cette session. Donc je vous remercie tous d'avoir suivi ce pitch super intéressant de la solution de Corollaire. Du coup, n'hésitez pas à vous renseigner. Donc du coup, le prochain épisode, il sera dans les semaines à venir. Là, on a vraiment un planning très chargé là pour les Talk and Share jusqu'à fin décembre. Et après, on fera une petite pause normalement. Donc, je vous remercie encore tous d'être venus et merci à Corollaire pour leur super présentation. C'était super intéressant. Ouais. Merci Mehdi. On a partagé nos mails, le lien de l'application. Donc, vous pouvez créer votre compte, tester, très preneur de vos retours. Et n'hésitez pas à venir vers nous par mail ou sur LinkedIn aussi, Wassim Kalouach et Romain Morvan. Merci à tous. Yes, merci beaucoup. Merci. Et bon appétit. Ciao, bon appétit.